J'ai l'habitude de parler constamment sur la problématique des grossesses non désirées et leurs conséquences qui sont l'avortement, les suicides, les crimes d'honneur, les incarcérations de médecins qui ont pratiqué ou de personnes qui ont pratiqué l'avortement et les enfants nés qui sont soit tués, soit abandonnés. Alors aujourd'hui, je voudrais insister sur une chose très importante, c'est que je voudrais qu'on parle en amont. C'est la prévention, et la prévention est très importante. On ne voudrait pas tomber dans le piège de grossesse non désirée. Donc, il faut prévenir. Et comme on dit, prévenir il vaut mieux prévenir que guérir. Cela veut dire, d'abord par l'éducation sexuelle, certes. Et là, on voudrait, parce que notre association travaille sur la prévention et nous voudrions que l'éducation sexuelle soit étudiée ou soit faite au niveau des écoles et surtout au niveau des collèges ou des lycées pour sensibiliser les jeunes aux problèmes de la sexualité, mais surtout par les méthodes de contraception. Il faut que les gens connaissent les méthodes de contraception, sachant que le Maroc est vraiment un bon élève en matière de planification familiale, étant donné que tous les dispensaires, tous les centres de santé disposent d'une panoplie de méthodes de contraception et qui sont données gratuitement, même à une personne, que la personne soit célibataire ou mariée. Mais la méthode sur laquelle je voudrais insister aujourd'hui, c'est la contraception d'urgence, que les gens ne connaissent pas beaucoup et qui mérite vraiment d'être connue parce que c'est une vraie bouée de sauvetage. Qu'est-ce que c'est cette contraception d'urgence? C'est que quand une personne a eu un rapport sexuel qui n'était pas programmé, ça veut dire qu'elle a eu un rapport occasionnel alors qu'elle ne prenait pas sa pilule, ou bien qu'elle prenait la pilule, mais elle s'est rendue compte, une fois qu'elle a eu le rapport, qu'elle l'avait oublié depuis 2 ou 3 jours, ou encore une femme qui utilisait un contraceptif tel qu'un condom et qui s'est déchiré pendant le rapport, ou encore en cas de personnes qui utilisent, de couples qui utilisent le coït interrompu et que le mari ne s'est pas retiré au moment du coït, ou encore dans les cas où une personne a subi un viol, a subi de l'inceste, a subi une relation qui n'était pas programmée du tout. Alors là, il y a possibilité d'éviter une grossesse. Et comment? C'est en prenant la contraception, la pilule du lendemain, qui est une pilule qui n'est pas abortive. Loin de là, c'est une pilule qui va stopper de façon instantanée l'ovulation. Donc, pour que cette pilule soit efficace, il faudrait qu'elle soit utilisée avant que la femme l'ovule. Si la femme n'a pas encore ovulé, si elle a déjà ovulé, là, la pilule ne peut pas être efficace. Et là, je veux comparer 2 types de pilules qui existent en pharmacie. Il y a le Novonorgestrel ou le Norlevo, et il y a même Navela, qui est une pilule qu'on peut utiliser dans les 3 premiers jours après le rapport sexuel. Mais je veux insister sur l'autre pilule qui est plus récente, c'est l'ulipristal acétate ou l'Elawan, qui, elle, a beaucoup plus d'avantages que la première. D'abord parce qu'elle est 3 fois plus efficace et elle peut être utilisée jusqu'à 5 jours. Mais la chose sur laquelle je veux insister, il ne faut pas attendre les 5 jours. Il ne faut pas attendre les 5 jours pour prendre cette pilule. Il faut la prendre le plus rapidement possible après le rapport sexuel. Moi, je dis même pour des personnes qui n'ont pas l'habitude d'avoir des rapports sexuels, mais qui l'ont une fois de temps en temps, c'est bien de l'avoir même dans son sac. Cela veut dire, dès qu'elle s'est rendue compte qu'elle a eu un rapport, elle peut la prendre. Mais, là encore, j'insiste sur une chose, c'est que ce n'est pas une méthode, une contraception de routine. Cela veut dire qu'il ne faut pas la prendre de façon répétitive. Parce qu'elle est bourrée d'hormones, il contient 30 mg d'ulipristal acétate, ce qui est énorme, et donc il ne faut pas la prendre de façon répétitive. C'est une méthode
d'exception. C'est une méthode, c'est une bouée de sauvetage qu'on peut prendre une fois de temps en temps, une fois tous les 6 mois, ou une fois par an, ou 2 fois par an, mais ne pas la prendre. Parce que je sais, et les pharmaciens me le disent, il y a des femmes qui ne prennent aucune contraception et qui, à chaque fois qu'elles ont un rapport, elles vont prendre la pilule du lendemain. Non, là, il y a quand même un risque. Sachant aussi que c'est une pilule qui est donnée sans ordonnance, mais le pharmacien a un rôle à jouer, c'est qu'il doit quand même poser une ou deux questions. D'abord, est-ce que la femme n'a pas de contre-indication qui sont l'antécédent de cancer du sein et l'antécédent de maladie thromboembolique? Ça, c'est la première chose. Et puis aussi, dire à la personne de la prendre le plus rapidement possible après le rapport et que l'efficacité, certes, elle est très grande si la femme n'a pas encore évolué, c'est-à-dire ovulé, c'est-à-dire elle est plus de 99% d'efficacité, mais si la femme a déjà ovulé, il y a des risques de tomber enceinte. Pour cette contraception d'urgence, je veux encore une fois faire passer 3 messages et insister sur 3 choses. La première, c'est de la prendre le plus rapidement possible après le rapport sexuel. La deuxième, c'est de ne pas se fier à 100% si la femme a déjà ovulé, il risque d'y avoir grossesse. Donc, il faut faire un test après. Et troisième chose, c'est de ne pas la prendre de façon répétitive, mais de façon occasionnelle. Nous avons fait un collectif qui s'appelle Collectif des libertés fondamentales au Maroc, et qui est constitué par 8 membres connus sur la scène nationale et même internationale, qui sont Madame Asma Al-Mrabat, Monsieur Driss Ben Hima, Madame Yasmina Baddou, Monsieur Jalil Ben Abbas Tarji, Madame Khadija Al-Amrani, moi-même Shafiq Sharaibi, Madame Monique El-Grichi et Monsieur Mohamed Gaizi. Alors, dans ce collectif, nous avons fait un livre sur les propositions de réforme des libertés fondamentales. Ces propositions, avant de les faire, d'abord, nous avons vu qu'est-ce que ça posait comme problème au niveau de la société, d'une part, et puis aussi, nous nous sommes concertés avec plusieurs personnes, des théologiens, des gens de Rijal Din, et d'ailleurs, Madame Asma Al-Mrabat aussi, qui est très qui est qualifiée justement dans ce domaine. Nous avons proposé des réformes sans pour autant être contre l'islam modéré de notre pays. Alors, par exemple, nous proposons, en matière d'héritage, nous proposons qu'il n'y ait, bon, peut-être effectivement qu'on ne peut plus toucher, de dire que le double, le garçon hérite le double. Ça, c'est écrit dans le Coran, donc on ne peut pas le changer. Mais il y a possibilité d'introduire le testament. C'est-à-dire que la personne peut laisser un testament disant que ma fille peut hériter tant et que mon fils peut hériter tant. Il n'y a rien qui interdit ça. Il y a aussi la possibilité d'enlever at-tasib. Cela veut dire les personnes qui n'ont pas de garçon. Il ne faut pas que l'oncle d'Amérique, que n'importe quel oncle, très lointain, vienne par la suite dire « j'ai mon droit à l'héritage ». C'est quelque chose de pas normal. Ce sont des choses... Également, nous avons essayé de discuter les droits de tutelle des enfants après divorce. Nous pensons que le mari, parce qu'il ne faut pas penser que la Moudawana est faite que pour les femmes, elle est faite pour la famille, pour l'homme et pour la femme, que le mari a droit d'avoir le droit de garde autant que la femme,
mais aussi d'un autre côté, que la femme puisse avoir la tutelle sur le garçon. Cela veut dire qu'elle ne nécessite pas l'accord du mari, qui peut-être n'est même pas là, pour enregistrer son fils à l'école, ou pour lui ouvrir un compte en banque, ou pour lui avoir un passeport, ou quoi que ce soit. Donc, c'est des choses qui sont très importantes. Je pense que ça ne fera qu'améliorer. Parce que qu'est-ce que nous cherchons? Nous cherchons qu'il y ait une famille harmonieuse et que l'enfant puisse vivre dans un milieu harmonieux, mais pas qu'il y ait un véritable conflit entre l'homme et la femme, c'est-à-dire entre la mère et le père. Nous avons proposé d'autres propositions, comme par exemple ne plus incriminer les relations sexuelles hors mariage, parce que nous savons que ces choses-là existent. Elles existent. On sait que, par exemple, dans un hôtel, un homme et une femme non mariés peuvent y aller et peuvent prendre 2 chambres, mais on sait très bien ce qui se passe à l'intérieur. Donc, pourquoi cette hypocrisie? Nous avons proposé aussi d'autres. Je peux vous citer tout ce qui est dans nos propositions. D'ailleurs, j'encourage à aller prendre ce livre au niveau des librairies, qui s'appelle Liberté fondamentale au Maroc, proposition de réforme. Et il est dans les librairies un prix dérisoire de 30 dirhams. Et voilà, nous avons essayé de parler donc d'héritage, de testament, également de mariage des mineurs, bien entendu. Le mariage des mineurs, on insiste sur le fait que le mariage des mineurs ne doit pas se faire avant 18 ans, le mariage des filles, et qu'il ne doit pas y avoir de dérogation. Parce que il était dans la Moudawana, l'ancienne Moudawana, mais le problème, c'est qu'il y a des dérogations et on marie des jeunes filles de 14-15 ans. Non. Il faut absolument que la fille ait 18 ans. Également, la polygamie. Il faut que la polygamie soit abolie, bien que la polygamie, elle ne représente peut-être que 0,5 ou 1% des mariages au Maroc. Mais il faut l'abolir. Quoi encore? Et puis aussi, nous avons fait des propositions, mais là, ce n'est pas dans la Moudawana, mais dans le code pénal, comme on a dit, les relations sexuelles en dehors du mariage, bien entendu, la question de l'avortement, très important. Nous proposons ce que j'étais en train de dire, que l'avortement doit être autorisé quand, et là je le dis et je le répète parce que j'ai aussi un livre que je pourrais vous présenter qui s'appelle le 453, c'est-à-dire l'article 453 qui est le seul article du Code pénal qui autorise l'avortement et qui dit l'avortement est autorisé lorsqu'il vise à sauvegarder la vie ou la santé de la femme. Mais là, nous demandons à ce qu'il y ait une réforme de cet article en disant que l'avortement sera autorisé quand il vise à sauvegarder la vie et la santé physique, psychologique et mentale de la femme, telle que le définit l'OMS. Voilà, seulement ajouter ça au niveau de cet article. L'amender de cette façon. Et le problème sera résolu. Parce que qu'est-ce que nous cherchons en matière d'avortement? Nous cherchons à préserver la santé de la femme. Nous cherchons à ce que la femme qui tombe dans un piège sociétal, dans un piège de grossesse non désirée, qu'elle puisse s'en sortir dignement. Et je pense que là encore, je reviens à la question d'avortement, que si on légalisait, on aura tout à gagner. Je dis bien tout à gagner, parce que l'avortement, il sera pratiqué de toute manière. Mais en tant qu'avortement légal, on aura tout à gagner. D'abord, il se fera dans de bonnes conditions de santé. Deuxièmement, c'est-à-dire il n'entraînera pas de complications ni de mortalité. Deuxièmement, il se fera à un prix beaucoup plus bas que quand il est clandestin. Il peut même se faire au niveau des hôpitaux, même gratuitement. Parce que
je le dis, les gens qui pensent que je suis pour l'avortement, loin de là. D'abord, je parle de la prévention. Et aussi, qu'est-ce que j'y gagne? Absolument rien. Moi, je suis un homme. Je ne vais pas avoir une grossesse ni tomber enceinte. Je ne pratique pas l'avortement. Je ne pratique même pas. J'étais dans un hôpital public. Maintenant, je suis à la retraite. Donc, tout ce que je cherche, c'est aider, parce que j'ai été pendant 37 ans au niveau d'un hôpital, d'un CHU, et j'ai vu les drames des femmes qui arrivaient avec des problèmes de grossesse non désirée. Et j'ai vu les drames des complications en rapport avec les avortements clandestins faits hors hôpital ou hors service hospitalier. Donc, voilà. Et si vous voulez, on a parlé aussi pour l'abolition de la peine de mort, le respect de la vie privée, voilà, le problème. En tous les cas, nous avons essayé de corriger les maux de la société, de faire des propositions pour qu'il y ait, parce que le Maroc évolue, alhamdoulilah, il évolue très très bien. Et c'est très important que vis-à-vis du monde, nous montrions aussi que nous évoluons dans nos idées, dans nos libertés. Un étranger, vous savez, par exemple, quand on parle d'Iran ou d'Afghanistan, les gens ne veulent pas aller. Bien entendu, je ne compare pas l'Iran, l'Afghanistan au Maroc, fort heureusement. Mais ils ne veulent pas aller investir, ils ne veulent pas aller en touriste dans ces pays-là parce que c'est des pays qui sont trop stricts pour les libertés fondamentales. Et moi, je pense que le développement d'un pays dépend aussi de ces libertés fondamentales. Un investisseur viendrait investir au Maroc sachant que c'est un pays ouvert. C'est un pays où il peut se sentir à l'aise. Ou encore, un touriste viendrait au Maroc sachant que c'est un pays ouvert, où il peut se sentir à l'aise. Donc, je pense qu'on aura tout à gagner en réformant les libertés fondamentales au Maroc. Il faut savoir que l'avortement au Maroc est malheureusement très répandu. Parce que selon une étude que nous avons faite en 2012, elle vaut ce qu'elle vaut, cette étude, parce qu'on ne peut jamais avoir des chiffres précis. Mais selon notre étude, nous sommes arrivés au chiffre de 600 avortements qui sont pratiqués par jour au Maroc. Alors on a beau dire que la loi les interdit, et bien malgré cela, ils sont pratiqués. Alors tant qu'à faire, donnons le droit et de les faire dans des conditions, dans de bonnes conditions, et donnons le droit juridiquement à ce qu'il soit fait sans qu'il y ait de risque de faire ça en cachette et sans qu'il y ait de risque à ce que les médecins dont nous avons besoin dehors pour soigner des malades et pas dans des prisons. Donc, pour éviter tout cela, je pense qu'il est très important et qu'il est grand temps que l'avortement soit légalisé, ne serait-ce, et je dis très bien, ne serait-ce que dans un certain nombre de situations. Et je le dis, quand la santé de la mère, qu'elle soit physique, psychologique ou sociale, est menacée.